Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors nous sommes de nouveau à la Cité de la Voile Éric Tabarly pour un café consacré à la Guyadère Bermude 1000 Race. Ils se sont livrés un superbe mano à mano tout au long des 1400 milles de cette course en double tonique qui ouvrait la saison. Et finalement, Morgan Lagravière et Thomas Ruyant, associés sur 4People, ont eu le dernier mot dans ce duel au sommet face à Jérémy Bayou et Franck Camas sur Charal 2. Ces derniers devancés de 26 petites minutes seulement à Brest. Et cette victoire est d'autant plus remarquable qu'elle a été acquise de haute lutte face à un tandem très affûté qui n'a jamais rien lâché. Déjà vainqueur de la dernière route du Rhum, Thomas Ruyant entame de la plus belle manière qui soit ce nouveau cycle avec son nouveau 60 pieds mis à l'eau en mars dernier. Son complice, Morgan Lagravière, est avec nous pour revenir sur ce coup d'essai gagnant. À ses côtés, Jérémy Bayou, deuxième avec panache, est là pour refaire le match et puis aussi évoquer la progression de son Charal 2 optimisé cet hiver. On les accueille. Bonjour messieurs, installez-vous. Bravo pour ce superbe duel qui nous a tenus en haleine sur cette Guyadère Bermude 1000 Race. Vos bateaux sont de retour à Lorient et je crois, Jérémy, que vous avez déjà renavigué aujourd'hui. Oui, effectivement, bonjour à tous. On avait une petite nave avec un invité à bord. Donc voilà, on a fait un petit débriefing de la course rapide et puis c'est reparti dès ce matin. Morgan, toi tu vas aller naviguer en kite histoire de ne pas perdre aussi la main. Ouais, faut pas dire trop fort, mais c'est vrai que ça fait partie de mes passions à côté du bateau. Et donc voilà, il y a des bonnes conditions, je vais en profiter, donc faut faire vite. Alors Morgan, c'était seulement la 6e navigation à bord de 4People. C'était la 3e, je crois, en ce qui te concerne. Vous avez vraiment démarré très fort et un peu bluffé tout le monde. Ce résultat, c'est au-delà de vos espérances. Vous en attendiez autant ? Écoute, c'est vrai, quand on s'est aligné à cette course-là, on avait des objectifs de travail technique principalement, parce que c'est vrai, quand on met un bateau de cette qualité, avec toutes ces technologies à bord, on sait qu'il y a un temps de fiabilisation et d'optimisation qui est relativement long. Et il se trouve qu'on a eu la chance d'avoir un bateau tout de suite assez vite fonctionnel. Et voilà, ça nous a permis de se retrouver avec Thomas. On a retrouvé rapidement nos automatismes qu'on avait laissés il y a 2 ans sur la Transat Jacques Vabre. Avec une belle victoire. Et voilà, c'est vrai que je ne dis pas qu'on n'a pas eu de problème, mais on a eu que des petits soucis qui étaient finalement secondaires par rapport à la performance globale. Et voilà, on a su assez vite trouver les leviers, du moins un début de levier en tout cas pour faire fonctionner ce bateau bord à bord avec Jérémy et Franck, et un poil plus vite sur la fin. Donc c'est vrai que c'était un bon moment. Et puis c'est un bateau bien né, tu le disais, je crois qu'il y avait eu 33 nœuds dès la première nave de ce bateau-là. Ce bateau, il n'a pas livré tous ses secrets encore, forcément, il va falloir du temps. Mais Thomas le disait à la fin, il a quand même déjà livré quelques secrets. En tout cas, il répond vraiment au cahier des charges. Ouais, effectivement, l'idée de Thomas, c'était de faire un bateau différent du précédent, qui était déjà une référence et un très bon bateau, avec, je pense, des objectifs surtout de grand large, avec un cahier des charges de Vendée Globe principalement, donc plus de confort, un bateau plus marin, axé principalement sur les allures portantes. Et c'est vrai qu'assez vite, on a découvert un bateau finalement qui cochait ces cases-là, mais sans réel déficit sur les autres allures, avec presque même des avantages un petit peu tout le temps. Donc pour le moment, on attend toujours un peu les défauts. On sait souvent que quand on fait des choix, c'est au détriment d'autres. Ouais. Et au final, pour le moment, on est plutôt satisfait sur tous les aspects. Donc sachant qu'il nous reste encore, comme tu le disais, des choses à découvrir. On n'a pas le manuel d'utilisation complet du bateau. Donc voilà, c'est hyper positif et sûr que c'est plutôt de bon augure pour la suite de la saison. Ouais. Alors Jérémy, cette course a été une bataille de tous les instants avec Thomas et puis Morgan. Vous avez souvent échangé la pole position au gré des marques de parcours. Vous avez rendu une copie quand même très très propre, mais tu es en quête d'une première victoire avec Charal. Et comme tu le disais à l'arrivée, même si cette deuxième place elle est jolie, il y a forcément un peu de frustration. Ouais, effectivement. Après, il faut pas bouder son plaisir quand on est sur les podiums en IMOCA. C'est quand même une série qui est quand même hyper courue. Il y a du monde, il y a beaucoup de bateaux au départ. Il y a vraiment la qualité, très rapidement, en tout cas dans les 10 premiers, il y a énormément de qualité. Donc on n'est pas mécontent de notre deuxième place, mais c'est sûr que c'est la première qu'on vient chercher. Donc je pense que c'est plutôt sain, en tout cas, quand on est deuxième, de vouloir faire premier.
C'est pas l'ambition mal placée. Et puis après, c'est sûr qu'on commence à avoir l'habitude de se bagarrer avec Thomas ou avec Thomas et Morgan. En tout cas pour ma part, Franck découvre un petit peu ça et découvre aussi la série IMOCA. Donc c'est sûr qu'à la différence de Morgan et Thomas qui ont à s'adapter à un bateau qu'ils connaissent peut-être un petit peu moins que moi et Franck, mais nous on n'a pas à s'adapter au bateau, on a s'adapté à l'un et l'autre. Ah, c'est votre binôme. Et nous peut-être que notre marge de progression, elle est peut-être plutôt là dans l'humain et dans le sportif par rapport à Thomas et Morgan qui effectivement vont découvrir encore pas mal de choses sur leur monture. Alors en plus, vous avez eu aussi 26 minutes d'écart seulement, mais vous avez eu aussi quelques petites galères, notamment des soucis de ballast. Ouais, c'est sûr que nous, c'est un projet qui est, on va dire, dans l'empirisme. On met nos bateaux à l'eau à chaque programme Vendée Globe tous les 4 ans. On les met à l'eau de bonne heure et l'idée c'est de tester le bateau, d'essayer des choses et de les corriger si besoin. Donc on était un des premiers nouveaux bateaux pour le prochain Vendée qui était à l'eau et on a fait effectivement des corrections cette année, notamment en bougeant les ballasts. Et puis voilà, il y a des petits défauts, des petits entrées d'eau qui nous ont un petit peu perturbés et qui ont un petit peu perturbé tout le faisceau électrique pendant la course. Mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est pas pour ça que Morgan et Thomas ont gagné. Ils ont gagné parce qu'ils étaient meilleurs sur ces courses. Partie du jeu. Et Morgan, alors il y a eu des petits soucis techniques, tu le disais aussi, rien de très grave, mais voilà des petites galères aussi qui perturbent un petit peu. Je crois qu'il y a une écoute notamment qui a lâché. En tout cas, ce bateau-là, dans le temps qui vous a été imparti avant cette première course, il est remarquablement prêt. Voilà, ça c'est le travail d'une équipe aussi. Vous l'avez souligné avec Thomas à l'arrivée. C'est une équipe qui a grandi avec le projet, avec les différents Vendée Globe, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui elle arrive à ce degré de compétence pour sortir un bateau à ce niveau-là. Ouais, mais c'est certain, hein, c'est l'évolution finalement de cette équipe au cours de ces différentes années. Moi, je suis vraiment un élément rapporté hein, dans cette équipe. J'interviens vraiment que sur les aspects sportifs. J'ai intégré cette équipe il y a 2 ans. Entre-temps, j'ai un peu suivi finalement la progression sportive de Thomas en l'accompagnant sur des stages de performance l'année dernière pour préparer sa route du Rhum. Là, je redébarque, donc c'est vrai que de l'extérieur, entre parenthèses, cette équipe, elle met beaucoup d'investissement, beaucoup de cœur dans ses projets. Elle a grandi vraiment aussi en expérience au travers ces projets-là. Et c'est vrai moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a de la compétence et il y a aussi vraiment de l'humain, beaucoup d'humain. Tout ça porté forcément par Thomas. Qui insuffle aussi, qui insuffle ce souffle, cette bienveillance, cette confiance et c'est vraiment agréable de travailler dans ce contexte-là, quoi, ça c'est sûr. Jérémy, c'était quand même une course avec des conditions de vent très variées et puis tant au niveau des allures. Donc la course a été d'une grande intensité pendant 4 jours. On imagine que ce type d'épreuve, c'est riche d'enseignements. Ah ouais, c'était vraiment un super parcours. Hein. Je pense que la bouée Gallimard a été modifiée en cours de route pour pas nous mettre en danger au vent de la côte irlandaise avec des vents de 35 à 40 nœuds prévus. Et du coup, la modification fait que le parcours était un peu plus long en distance, mais hyper varié en conditions. Alors, on n'a pas eu beaucoup de vent sur le départ. On a eu un petit coup de mou avant d'arriver au Fastnet aussi. Sinon, c'était quand même plutôt assez musclé, Oui, plutôt musclé avec un peu de mer. Du près dans du vent fort. Ouais. Voilà, le près, bouée dans l'axe, des beaux bords de portant, des bords rapides. Donc voilà, effectivement, on a pu voir plein de choses. Et sur un parcours long comme ça, de plus de 1000 milles, on voit qu'à l'arrivée, effectivement, entre les bateaux, il y a quand même pas beaucoup d'écart, ça se joue sur pas grand-chose. Alors justement, compte tenu des waypoints, il n'y a pas eu de grandes options stratégiques, c'était plutôt une course de vitesse, de manœuvre et puis aussi de bons choix de voile. C'est ce que vous attendiez, Morgan, c'est idéal pour se jauger. Je crois qu'à partir du moment où on passe du temps sur l'eau, de toute façon, c'est constructif, hein, presque peu importe le parcours. C'est vrai que jusqu'à présent, c'était des bateaux où on naviguait finalement jamais assez. Et là, on se rend compte que les programmes sont en train de s'étoffer de plus en plus. Il y a l'Ocean Race en ce moment. Nous, on est sur des programmes un peu parallèles. Donc, on sent qu'on a vraiment le besoin de naviguer. Chaque heure de navigation est constructive. Donc voilà, d'autant plus avec un parcours complet comme ce qu'on a eu, avec les conditions qu'on a rencontrées. Donc c'est vrai que le bilan de ça, ce qu'on se disait sur les pontons en arrivant, c'est que nos 2 bateaux sont très différents, nos manières de naviguer sont différentes, nos profils sont différents, nos jeux de voile sont différents. Et puis en fait, on s'est tiré la bourre comme si on était sur la solitaire du Figaro. Donc c'est assez génial et je pense que c'est une bonne illustration de ce que permet ce sport. C'est qu'en fait, on vient comme on est, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est et puis finalement, on arrive à faire des choses top. Et ça, c'est un vrai bonheur, quoi.
Ah, vous étiez collé comme sur la solitaire du Figaro. Il y a eu notamment cette descente au reaching depuis le Fastnet. Vous étiez vraiment au taquet. C'était impressionnant avec aussi des 27,1 de moyenne, je crois, sur 5-6 heures. Jérémy, c'est quand même des rythmes de dingue, ça. Comment on le tient ça envoyait, mais bon, ça allait. Les bateaux quand même, commencent quand même à être bien. En fait, cette nouvelle génération est quand même plus à l'aise dans ces conditions-là. Ça va devenir assez banal finalement d'être à quasi 30 nœuds. Alors bon, il y a quand même un peu d'inconfort, ça mouille un peu, il faut pas rêver, c'est pas les vacances, ça tape. Mais ce bord-là était hyper intéressant parce qu'on était proches. Et puis effectivement, comme disait Morgan, on a deux bateaux différents, ça se voit sur le ponton. Et puis en plus, on a fait des choix de voile radicalement différents. Au bout du compte, voilà, vous avez peut-être 3-4 000 d'avance au Fastnet et puis 1 000 de retard. Enfin, c'est square, quoi. Donc, voilà, on voit qu'il y a plein de façons de faire avancer les bateaux, de les toiler, de les charger, même de les designer. Et c'est hyper ouvert, c'est hyper sympa. Voilà. Et Jérémy, justement, un des axes de ton chantier d'hiver, c'était un petit peu d'améliorer la performance du bateau au reaching. Auprès aussi et au reaching, mais de l'avis de l'architecte Samuel Manoir, il est assez satisfait sur ce plan-là. Et toi ? On voulait progresser partout. On voulait aussi optimiser la masse du bateau. On a modifié l'équilibre général en travaillant autour des foils et en travaillant autour des ballasts. Voilà, on a des gros leviers sur nos bateaux, la carène évidemment. Et l'aéro, les voiles, ça se voit assez facilement. Et puis après, il y a la position des foils et leur profil. Et puis ce qu'on voit moins, c'est tout l'équilibre longitudinal du bateau qui est réglé par des ballasts. On est autorisé à avoir 4 cuves de ballast maximum dans le bateau et le poids du bulbe. Donc dans tout ça, il y a une boucle qui doit être cohérente, mais ça fait pas mal de modifications et de leviers qui peuvent permettre de modifier les bateaux assez radicalement. Donc nous, on a travaillé autour de ça cet hiver et effectivement, pour l'instant, on trouve que ça va plutôt dans le bon sens. On va revenir sur les vitesses. On le disait, vous n'êtes pas lâché sur ce parcours. Et avant cela, vous étiez déjà ex-aequo sur les runs de vitesse avec 36 nœuds 55 de moyenne sur 500 mètres. Je crois que vous avez eu des pointes à 39 nœuds aussi. On va revoir justement les images toujours assez spectaculaires de ces runs de vitesse, ce défi Pompot et puis vos réactions à l'issue de la journée. Ouais, c'était une bonne journée parce qu'il y avait du vent. Donc on a quand même eu 22-23 nœuds. C'est une première confrontation avec notre bateau. Donc c'était une très belle journée déjà. On a eu des conditions incroyables avec une rade de Brest magnifique, temps à grain. Revolution we making. Yeah, tick tock, make a body rock. When you hear this tune, it's a roadblock. Ouais, c'est top, on est super contents d'avoir le troisième temps. On pensait pas faire podium. Je t'avoue qu'on a tous un peu appris à gérer un run aussi. On n'était pas forcément calé hyper bien. Après, ça dépendait un petit peu de la session qui était ventée ou pas. Il y avait des belles variations sur le plan d'eau. Donc voilà, super content d'avoir pu exploiter le potentiel du bateau. Morgan, toi qui as navigué pas mal avec Gitana l'an dernier, c'est fascinant quand même de voir qu'aujourd'hui aussi les IMOCA peuvent atteindre de telles vitesses. Ils ont franchi un palier, les IMOCA de la dernière génération. Ouais, c'est certain. De toute façon, sur les images, on le voyait bien. On voit les différences de comportement des bateaux et visuellement les différences de vitesse entre les générations. Même finalement au sein de la même dernière génération, je trouvais qu'il y avait des gros écarts visuels et d'ailleurs aussi en termes de temps. Mais c'est vrai que plus les bateaux évoluent, plus les bateaux volent, plus le vol est stable. Et puis finalement, ça s'apparente à des comportements assez stables de trimaran, y compris celui de Gitana. Donc je dirais que le vol étant plus instable en IMOCA, ça nécessite plus d'investissement et de mobilité pour arriver à trouver cet équilibre. Jérémy en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de paramètres sur lesquels on peut jouer, que ce soit en architecture, mais aussi en pratique, en dynamique. Et donc le jeu, il est un peu là-dedans, et le jeu, il est permanent, et ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Maintenant aussi, ça se gère
en partie à la barre, parce que c'est vrai que nous on a la chance d'avoir un bateau maintenant qui se barre, alors que ce n'était pas le cas sur le précédent. Donc voilà, moi je sais que je suis fan de la performance de ces bateaux. Mon plaisir, c'est d'essayer de faire corps avec eux, beaucoup plus que de la stratégie. Et là, je me régale comme je ne me suis jamais régalé, quoi. Alors, toi, tu avais à bord Franck Camas, bisu, si l'on peut dire, en IMOCA, mais qui est quand même pas le premier venu. Il est complètement emballé par la vitalité de la classe et puis le niveau de la compétition. Mais il a quand même trouvé justement cette navigation très engagée. Lui, qui, par rapport à l'ultime, lui qui le connaît bien aussi, puisqu'on le rappelle, il était co-skipper de Gitana. Bah oui, il faudrait qu'il parle à ma place, mais effectivement, je pense que c'est pas qu'il est surpris, mais il voit bien la différence. Le ciré est mouillé à l'arrivée, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas la même, c'est pas le même sport. Et puis bah il y a plus de bateaux au départ, donc voilà, rater son départ comme on a fait à Brest, c'est largement possible. Il y a de la fidélité. Si on rate une option, c'est pas un bateau qui passe, c'est 4 ou 5. Et puis comme disait Morgan, pour le faire avancer, il faut vraiment se retrousser les manches, il faut bouger les voiles en permanence, il faut faire des corrections sur les réglages de voile, sur les réglages d'appendices. Donc c'est voilà ça peut aller très vite, mais ça demande énormément d'énergie, énormément d'engagement. Mais Franck en manque vraiment pas, donc ça lui correspond pas mal. Ouais. Tu le disais tout à l'heure, tu l'évoquais Morgan, hein, vraiment l'objectif de Thomas, c'était d'arriver à trouver un bateau qui passe mieux les vagues, qui soit plus confortable, qu'il ait du plaisir à barrer. Et toi qui as beaucoup navigué sur Linked Out aussi, tu vois vraiment il y a une différence énorme. C'est un vrai pari réussi là. Tu disais, tu n'as jamais pris autant de plaisir à revenir sur ces IMOCA. Ouais, c'est sûr que Thomas, je sais que les semaines avant la mise à l'eau du bateau, il n'endormait pas, hein, donc c'était. Il appréhendait que ça n'ait pas fonctionné, que ce soit pas un pari gagnant. C'est quand même un gros enjeu. Il y a des choix qui sont faits en amont où c'est difficile d'avoir des certitudes, même si les modèles ont quand même évolué. On utilise maintenant de la simulation, etc. Donc on se rapproche de plus en plus de la réalité, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes, donc de surprises. Donc ça a été une vraie bonne surprise pour Thomas quand on a pu effectivement réaliser ses premières navigations. Après, en ce qui est des différences avec le premier bateau, c'est sûr que c'est pas la même machine, hein. Je pense que le premier bateau a encore quelques qualités sur certaines allures, mais finalement, par rapport à la réalité des choses, à la vraie vie, au cahier des charges des courses qui vont être amenées à courir, bon, voilà, je pense qu'on devrait avoir un cran d'avance et ça s'est senti tout de suite sur les premières confrontations avec le bateau, y compris pendant la course. Ouais. Jérémy, toi, tu avais un bateau que tu avais trouvé inconfortable. On a le sentiment que celui-ci, il est encore rude, ou est-ce que c'est un peu mieux que ton précédent Charal? Non, c'est pas plus confortable, mais l'inconfort, il vient aussi de la vitesse, hein. Je crois que voilà, c'est sûr que nous, on a une carène qu'on peut imaginer taper plus qu'un bateau plus en V. Voilà, mais les bateaux plus en V, ils tapent pas zéro non plus. Donc voilà, l'inconfort, il est pour tout le monde. Voilà, je reviens un petit peu sur ce que dit Morgan. Je pense que le point commun de nos deux projets, c'est d'avoir choisi des équipes de designers qui étaient peut-être pas novices pour Sam Manuard, mais c'est quand même que son deuxième bateau. Et puis Koch et chez Finocon, ils en ont fait quelques-uns, mais voilà, je pense que ce soit Thomas ou moi, on s'est engagé sur le design de notre bateau avec nos équipes. Et c'est sûr que quand on voit naître et réussir, parce que je pense que les deux bateaux sont quand même plutôt réussis, le plan qu'on avait en tête, c'est sûr que c'est hyper satisfaisant. Et maintenant, voilà, on a en interne dans les deux équipes un peu la main sur les évolutions de nos bateaux. Et je pense que voilà, c'est la deuxième étape qui est déjà en cours chez nous, puisqu'on a du développement en cours avec des nouveaux appendices qui vont arriver l'année prochaine. Et ça, c'est ultra satisfaisant et ultra sympa d'être au centre de tout ça, quoi. On va continuer à parler de vos binômes un peu plus en détail. Vous aviez donc remporté ensemble la Transat Jacques Vabre 2021 avec Thomas. Tu le disais, vous n'aviez pas beaucoup renavigué, mais vous avez très vite retrouvé vos marques. Et tu disais même à l'arrivée, on est encore plus fusionnel, on arrive encore mieux à se comprendre, à se dire les choses. Ouais, c'est vrai que pour préparer cette course, on a juste eu une navigation de 24 heures tous les deux, donc ça fait quand même maigre comme préparation pour prétendre à être performant sur ces épreuves. Mais effectivement, il y avait tout le travail de la Transat Jacques Vabre 2 ans auparavant. Sur la Transat Jacques Vabre, de toute façon, quand on gagne une course, il faut pas mal de choses, y compris de la cohérence dans l'équipage et de l'humain.
Ce qu'on avait vraiment ressenti il y a 2 ans avec Thomas, ce qu'on a continué à ressentir dans le cadre de sa préparation à la Route du Rhum. Et voilà, on n'est pas déçus. Là, on s'est retrouvés après toutes ces années d'absence, tous ces mois d'absence. Et ben, on s'éclate tout simplement à naviguer ensemble. On a vraiment le même état d'esprit. Et en fait, on est aussi très complémentaires. Donc, on est différents sur nos affinités à bord. Moi, je suis vraiment axé performance. Je suis vraiment focus sur la vitesse du bateau. C'est moi qui suis garant là-dessus, quitte à passer beaucoup plus de temps que lui. Et Thomas est vraiment plus garant de l'aspect stratégie et prise de décision là-dessus. Donc, voilà, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de confiance. Et bon, c'est une alchimie qui a l'air de fonctionner et dans laquelle on prend beaucoup de plaisir. Donc, voilà. Après, c'est vrai que, comme je disais en arrivant, le fait de se connaître plus, forcément notre relation a évolué. Et voilà, on est plus fusionnel parce qu'on se connaît mieux, on se dit plus les choses aussi. Donc voilà, va falloir aussi qu'on soit méfiant et qu'on continue à essayer de capitaliser Garder ce là-dessus bon en étant équilibre. vigilant. Ouais. Alors, vous n'étiez pas toujours tout seul à bord, vous n'étiez pas 2, vous étiez 3. Alors, le petit clin d'œil, voilà, c'est cette photo, ce cliché qui a été pris. Un pigeon, Fernand, s'est invité. Il n'a pas l'air de trouver ça trop inconfortable, lui, à bord. Il avait l'air de se plaire avec vous. Le petit clin d'œil. Alors Jérémy, toi, Franck sera ton équipier aussi pour la Transat Jacques Vabre. Il est dans le projet depuis plusieurs mois, mais c'était votre première course ensemble. Votre binôme, il a plutôt bien fonctionné. On connaît la culture de l'excellence, le perfectionnisme de Franck. Qu'est-ce qu'il t'apporte ? C'est vraiment ça, hein. C'est sûr qu'il est à fond sur tous les dossiers de performance. Donc on va dire chez nous, la répartition globale dans l'équipe, c'est un petit peu ça. C'est vraiment lui, quelque part, qui prend plus la partie perfo en charge. Et moi qui suis dans la gestion globale du projet, on va dire, et dans la gestion globale du bateau. Et à bord, c'est un petit peu ça aussi. C'est un peu moi qui manage le bateau et lui qui manage plus la perfo. Moi les manœuvres et lui les réglages, on va dire, pour faire simple. Mais après on est vraiment interchangeables et on a besoin je pense, de travailler là où chez vous, je pense que c'est devenu naturel, où ça l'est peut-être d'entrée. Je pense que chez nous, on a encore besoin de construire un petit peu ça, de travailler sur la répartition, sur la communication. Ça prend un petit peu de temps. Je pense que j'ai navigué longtemps avec pas mal de succès avec Christopher Pratt, avec qui c'était ultra naturel et ultra rodé. En décidant de partir avec Franck, forcément l'idée c'est d'essayer de franchir un step. Franck, c'est un des meilleurs marins au monde, donc on peut imaginer que ça peut être ultra performant à la fin, mais il faut avant ça qu'il y ait des ajustements, que ça colle bien, qu'on se parle, et on est au début de notre relation. Là il faut qu'on soit bon, c'est à la Jacques Vabre, donc il reste quelques mois. Et vous allez pouvoir peaufiner cette relation avec des entraînements au Portugal. Vous allez là-bas d'ailleurs. Avec Morgan Thomas et aussi Sam Goodchild, dont on peut parler parce qu'il y a eu une superbe 3e place dans la concurrence. Sam Goodchild qui était associé à Antoine Coche sur l'ancien Linkdot qui a été rebaptisé Fort Planet. Le Britannique qui, on le rappelle, a intégré l'équipe TR Racing. Il s'entraîne avec vous, Thomas, Morgan, pour une mutualisation des compétences et des connaissances. Il vient du Circuit Ocean 50, mais ce n'est pas un novice non plus en IMOCA. Il est notamment engagé en parallèle sur The Ocean Race. Et cette belle 3e place indique évidemment qu'il faudra compter sur lui sur la Transat Jacques Vabre. N'est-ce pas ? Il faudrait compter sur lui. Ouais. Là encore, les deux équipes ont un point commun parce que nous, on héberge le projet de Justine Métro avec Teamwork. Donc, on a un peu le même fonctionnement de partage entre les deux bateaux, même si nos deux bateaux ne portent pas le même nom. C'est aussi ça l'évolution de ces équipes qui ont besoin d'avoir plus de ressources, d'être plus structurées, de comparer les choses, de beaucoup naviguer. Donc, c'est encore un des points communs qu'on a. Et effectivement, on va aussi s'entraîner ensemble parce qu'on aime bien, se retrouver sur la gueule. Donc même en entraînement, on va y retourner le mois prochain. Justine qui était sur The Ocean Race, mais qui va se recentrer effectivement sur son projet IMOCA. Allez, avant de se quitter, justement, quelques mots de The Ocean Race pour faire un point sur cette course palpitante aussi avec, là encore, un duel au sommet qui s'est soldé par la victoire d'Eleven Soul Racing Team sur la 4e étape, Gilbert. Oui, voilà, l'équipage de Charlie Enright a remporté la 4e étape entre Itajaï et Newport. Après 17 jours de mer, l'équipage américain, vainqueur à domicile, a terminé avec 31 minutes d'avance sur Team Malidia,
qui était menée sur cette étape par Will Harris. Biotherm de Paul Meillat a complété le podium. Et au classement général, tout est relancé puisque Holcim PRB, qui avait dématé, ne compte plus qu'un point d'avance sur les 2 autres bateaux avant la prochaine étape qui ramènera la flotte de Newport au Danemark. Et puis à noter par contre une mésaventure aussi, terrible coup dur pour Guyot Hélas. Environnement de Benjamin Dutreux qui a dématé, tout comme l'avait fait Holcim PRB, mais avec des dégâts assez importants quand même sur l'IMOCA. Donc voilà, toute l'équipe est en train de réfléchir aux potentielles solutions, trouver un mât, essayer de repartir en course, mais Benjamin Dutreux et son équipe envisagent aussi d'en rester là s'ils n'arrivent pas à réparer, parce qu'il y a aussi la saison en IMOCA, la Transat Jacques Vabre à disputer, donc voilà, ils feront leur maximum. Alors que Kevin Escoffier et son équipage, dont le bateau a été acheminé par cargo, seront bien au départ de la prochaine étape. Voilà, pour des images qui font jamais plaisir à voir, les dématages en IMOCA. On souhaite évidemment beaucoup de courage à Benjamin et toute son équipe. Merci d'avoir été avec nous. Bon kite, Morgan. Bon entraînement également. Et Jérémy, on voit que tu lâches rien tout le temps sur l'eau. Profitez bien avant d'aller au Portugal de vos proches. Et puis, merci. On suivra évidemment votre saison en IMOCA avec passion. Merci à tous les deux. Bye bye. Merci à vous. Bye bye.